Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons un extrait d'un ouvrage pour ainsi dire inconnu des générations ouvrières d'après-guerre. Édité par le Parti ouvrier français, fondé par Gued et Lafargue, il parut pour la première fois en 1887. Il n'a pas été réédité depuis la guerre de 1914. Ce chef-d'œuvre de critique mordante du régime capitaliste, de ses mœurs, de sa morale, condamne d'une façon catégorique non seulement les dogmes de la religion, mais aussi les principes du libéralisme bourgeois moderne. Ce choix résulte du fait que comprendre, c'est commencer à agir. La religion du capital est un ouvrage pour ainsi dire inconnu des générations ouvrières d'après-guerre. Édité par le Parti ouvrier français, fondé par Gued et Lafargue, il parut pour la première fois en 1887. Il n'a pas été réédité depuis la guerre de 1914. Ce chef-d'œuvre de critique mordante du régime capitaliste, de ses mœurs, de sa morale, condamne d'une façon catégorique non seulement les dogmes de la religion, mais aussi les principes du libéralisme bourgeois moderne. L'ouvrage est rédigé sous forme de pamphlet. Lafargue imagine la tenue à Londres d'un congrès des représentants de la bourgeoisie internationale. Ceux-ci sont réunis pour rechercher les moyens les plus efficaces d'arrêter le dangereux envahissement des idées socialistes. Lafargue fait parler tour à tour les représentants les plus typiques du monde capitaliste de l'époque. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu. Hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu, des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur sang des écuries de Rothschild, servies par une valetaille de Biman, à la lourde brute des fermes normandes, qui labourent la terre, charriotent le fumier, engrangent la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail, et regardez ensuite nos misérables servants de machines. Quand, dans votre Europe civilisée, on veut retrouver une trace de beauté native de l'homme, il faut l'aller chercher chez les nations où les préjugés économiques n'ont pas encore déraciné la haine du travail. L'Espagne, qui, hélas, dégénère, peut encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous de prisons et de casernes, mais l'artiste se réjouit en admirant le hardi andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d'acier, et le cœur de l'homme tressaille en entendant le mendiant, superbement drapé dans sa capa trouée, traité d'amigo des ducs d'Osuna. Pour l'Espagnol, chez qui l'animal primitif n'est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages. Les Grecs de la grande époque n'avaient, eux aussi, que du mépris pour le travail. Aux esclaves seuls il était permis de travailler. L'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. C'était aussi le temps où l'on marchait et respirait dans un peuple d'Aristote, de Phidias, d'Aristophane. C'était le temps où une poignée de braves écrasaient à marathon les hordes de l'Asie qu'Alexandre allait bientôt conquérir. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l'homme libre,
les poètes chantaient la paresse, ce présent des dieux. Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique? Les Auvergnats, les Écossais, ces Auvergnats des îles Britanniques, les Galgos, ces Auvergnats de l'Espagne, les Poméraniens, ces Auvergnats de l'Allemagne, les Chinois, ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles sont les classes qui aiment le travail pour le travail? Les paysans propriétaires, les petits bourgeois, les uns courbés sur leurs terres, les autres acoquinés dans leurs boutiques, se remuent comme la taupe dans sa galerie souterraine, et jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature. Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Le salariat comme occupation obligatoire et circonscrit à un lieu du temps. Alors, il y a deux choses. D'abord, être dans un bureau, parce que c'est le premier aspect, ce qui est le cas d'une manière ou d'une autre, ou dans une usine, il y a de moins en moins d'usines, de plus en plus de bureaux, pendant 8 heures, qui en réalité, avec le temps de pause, etc., fait 10 heures, qui en réalité, ou 9 heures, qui en réalité, avec les déplacements, en fait 11. Et je raconte, comme une sorte de petit apophthegme, comme ça, comme petite fable, qu'un jour, en revenant à l'époque, j'avais 28 ans, où je revenais d'un travail que j'exerçais comme employé administratif en province, dans un cabinet d'architecte, je me suis rendu compte qu'en divisant, en prenant l'argent que je gagnais, qui était un salaire plus que correct, en retirant mes frais d'abonnement, les frais de repas à midi, les costumes, les cagnottes, etc., et en prenant ce qui restait, et les impôts, et en prenant ce qui restait, et en le divisant par les 12 heures que ça me prenait entre moments, il me restait 3,40 €. C'était pas encore des euros à l'époque, mais il me restait 3,40 €. Et je me suis dit, ce jour-là, je me vois encore dans le train, un peu la petite histoire, je revenais, c'était sur la ligne à hauteur de Jean-Blou, je revenais près de Namur, vers Bruxelles, je me revois encore me dire, pour 3,40 €, il n'est pas question que je continue à sacrifier mon temps. Et donc, je me suis, ce jour-là, considéré comme détaché de mon obligation d'emploi. Je suis parti sans donner de préavis ni rien du tout. Je suis parti, point, c'est tout. Point. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.